Alors, coucou Anne. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait quand même très longtemps que je sais que tu traînes ce Parkinson et j'aimerais bien t'en parler aujourd'hui parce que tu m'en as parlé de temps en temps. Tu me disais que c'était quand même quelque chose qui était pas facilement descriptible comme symptôme et qu'on ne pouvait pas comprendre vraiment des gens bon, je te connais, donc je vois un petit peu ce qui se passe et comment ça évolue, mais bon, c'est intéressant de savoir, malheureusement, comment se développe ce truc qui est vraiment pas rigolo. Non, pas rigolo. Pas rigolo. Malgré que je te vois encore rigoler souvent, ce que je trouve formidable. Et je dois te dire déjà que tu as une pugnacité vis-à-vis de ça qui est quand même assez remarquable, moi je trouve. Je sais, une fois qu'on a le temps, on le choix. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et quand on a une merde, on dit toujours ah ben, il a été très courageux parce qu'il a eu ça. Et on n'a pas le choix d'être courageux. Alors, comment ça a commencé? Ça a commencé, c'est une année très bizarre. Oui. Parce que justement, il y a des paliers où Des paliers on ne ressent rien. Oui. Pas Tu ressens rien? Et les autres non plus, ils pensent que tu es normal. D'accord. Tout Alors, comment tu fonctionne t'en es rendu compte? J'ai mis ma main comme ça. Et je suis allée voir au hasard. Et Ouais. il m'a dit tout de suite, vous avez Parkinson. Ah, tout de suite, il t'a dit ça sans examen? Et il m'a fait un petit examen, un test, je crois. Un test, juste. Et D'accord. bon, j'avais Parkinson, mais bon. Il Ouais. m'a dit tout simplement, madame, vous avez Parkinson. Au revoir, madame. Hop, Ah non, sympa. je ne devrais pas savoir. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça, comme ça. Oui. C'est Ils savent pas terrible, comment- ils se retrouvent dans la rue. Genre, t'as Parkinson. Tu sais pas ce que c'est, Non, voilà. non, tout, peut-être. Mais quand on vieillit, c'est pareil, on sait pas, on devient vieux, on sait pas pourquoi. Alors, il existe deux symptômes qui sont prépondérants. D'abord, les symptômes que nous, on considère comme qui doivent nous alerter sont la fatigue ou les tremblements. Après, quand on interroge un peu mieux les patients qui viennent nous voir pour des fatigues ou tremblements, on se rend compte qu'il y a quelques symptômes qui sont apparus beaucoup longtemps avant, comme par exemple une perte d'odorat, comme par exemple une constipation ou un syndrome dépressif. Mais cela ne veut pas dire que toute personne qui a un syndrome dépressif, qui est constipée ou qui perd l'odorat, va penser à une maladie de Parkinson. Mais Et ce sont le des symptômes tremblement, très excusez-moi, les tremblements, donc commencent où? C'est-à-dire, c'est plus les mains, c'est plus les pieds, c'est plus... quelles sont Pour les maladies qui tremblent, parce que pas toutes les maladies des Parkinson tremblent, il y a celles qui sont juste fatiguées et raides, puisque je vous ai expliqué que c'est un problème de mouvement. Elles ne vont jamais trembler. Mais pour celles qui tremblent, ça commence souvent par un tremblement d'un membre. Et c'est unilatéral, soit les membres supérieurs le plus fréquemment, soit les membres inférieurs, soit tous les mi-corps. Et c'est souvent unilatéral au début de la maladie. Donc c'est un tremblement, ou une raideur, ou les deux. Exact. On continue avec Parkinson, donc ça y est, tu as, et comment tu as commencé à... Ça a évolué vite au début ou pas? Non, c'est moi, je suis plutôt une évolution lente. Ça, c'est une chance. Mais par contre, je ne supporte pas beaucoup les médicaments. Donc réaction lente, mais tu supportes mal les médocs. Les médocs, il faut que je les espace. D'accord. Toutes les 2 heures et demie, tu vois. Mais bon, au bout d'un moment, tu as pris des médicaments. J'ai pris des médicaments. Et donc ça, quel est l'effet de ces médicaments? C'est de redonner... Ça donne de la souplesse. La souplesse, c'est ça. Mais bon, qu'est-ce qui se passe dans la maladie de Parkinson? Qu'est-ce qui manque? Je sais qu'il y a un... C'est de la dopamine. Dopamine, c'est ça. Donc il te redonnait de la dopamine aussi.
Oui, mais il ne faut pas prendre trop parce que c'est trop tôt. Parce que si tu t'habitues vite à la dopamine, le corps va lâcher. Qu'est-ce qui va se passer si tu en prends trop? Mais si tu en prends trop, tu vas être intoxiqué. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste cette maladie? Je veux dire, je sais qu'il y a un problème de dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur. C'est une substance chimique qui, j'explique ça à mes patients, qui est un peu comme l'huile du moteur. Elle est un peu comme ce qui donne l'énergie à l'organisme pour fonctionner. Et c'est ce qui va donner un peu au cerveau et à tout le corps la possibilité d'avoir des mouvements fluides. Dans cette maladie, il existe une perte des neurones qui produisent cette dopamine. Et ceci va altérer tous les autres neurotransmetteurs de manière indirecte. Mais c'est effectivement une perte neuronale précoce des neurones dopaminergiques. Et donc du coup, on substitue ces médicaments après. Maintenant, comment vous traitez, donc, dès que vous apercevez que vous avez diagnostiqué la maladie, comment vous la traitez? Alors je la traite si le patient est gêné. Oui. Si le patient n'est pas gêné, par exemple, si les tremblements étant présents, le patient dit « je peux vivre tout à fait normalement, je fais toutes mes activités quotidiennes, je travaille », dans ces cas-là, j'encourage les patients tout simplement à augmenter son activité physique et à faire du sport. Parce que le sport, l'activité physique aérobique intense, a été démontré comme étant un facteur protecteur de la maladie. Oui. Et en plus, vous allez vous-même favoriser la production de votre propre dopamine. Donc les patients, en faisant beaucoup de sport, il va produire de la dopamine et il ne va pas avoir besoin tout de suite d'un traitement. Si le patient il est raide ou fatigué, dans ce cas-là, je vais lui donner des cachets de dopamine. Alors imaginez-vous, vous devez prendre votre voiture et aller en Normandie sans beaucoup d'huile au moteur. Quand vous êtes arrivé au bout de la pente, là où il y a la centrale d'EDF, votre voiture est chaude. Elle s'est chauffée, vous n'avez pas pu accélérer beaucoup. Les patients, ils sont exactement la même chose. Il est beaucoup plus lent dans ses mouvements puisqu'il manque de cette huile. Et cette raideur, soit il ne la ressent pas, soit elle peut lui occasionner des douleurs. Voilà. Il peut avoir des douleurs, puisque comme les membres sont plus raides, il peut avoir des douleurs à l'épaule, il peut avoir des douleurs au cou ou des douleurs dorsaux, au dos ou aux jambes. Donc, la raideur en soi, le patient ne peut pas bien la décrire, mais il dit mon membre est lourd. Voilà, et il fait mal. D'accord. Et alors, il m'a semblé, puisque j'ai une amie qui est atteinte de la maladie, qu'il y a des crises, il y a des moments tout d'un coup où vous avez une crise, vous ne pouvez plus avancer, vous êtes obligé de vous allonger. Donc comment ça se passe au quotidien? Est-ce qu'on doit toujours prévoir qu'on peut avoir une crise? Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Alors au début de la maladie, vous prenez des comprimés 1 fois ou 3 fois par jour et il n'y a pas de crise. Les premières années de la maladie, vous ne sentez aucune différence, vous prenez vos médicaments de manière régulière, vous faites du sport et vous ne la sentez pas. Au fur et à mesure que la maladie évolue, l'effet de ces médicaments que vous prenez s'épuise plus vite. Parce que comme votre réserve de dopamine s'est un peu aménusée, un peu moins importante, vous êtes obligé de rapprocher les prises des médicaments. Donc au début, vous prenez un médicament toutes les 6 heures et après, vous sentez qu'1 heure avant la prise, le médicament ne fait plus effet, donc on est obligé de les rapprocher. Par voie orale?
Par voie orale. Hein, d'abord. Et à des stades un petit peu plus évolués de la maladie, les patients sont parfois obligés de prendre un comprimé toutes les 3 heures, toutes les 2 heures, voire toutes les heures et demie. Et ce sont ces phénomènes d'épuisement des doses, ces moments dans lesquels les médicaments n'ont pas plus fait effet, ce que les patients décrivent comme des moments de fatigue intense où ils sont obligés de faire des pauses, de s'allonger, ils sont nerveux, ils se sont étouffés, ils ont mal. Il y a aussi un sentiment d'étouffement. Oui. Alors, quand le nombre des médicaments est trop important à prendre dans la journée, quand le patient est obligé de prendre trop fréquemment ces médicaments, il y a forcément une interaction entre les aliments, puisque les médicaments vont passer par l'estomac. Et vous mangez ou vous digérez mal, etc. Ceci va influencer le passage de ces médicaments. Et là, à ce moment-là, on est obligé de passer les médicaments par une autre voie. Soit on passe les médicaments par une voie subcutanée, donc sous forme des pompes, ce qu'on appelle des pompes à apomorphine ou maintenant les nouvelles pompes à dopage. Soit vous faites une stimulation cérébrale profonde, c'est-à-dire que vous allez venir stimuler de manière électrique les zones du cerveau qui vont pouvoir vous permettre de compenser cette manque de dopamine. Donc, soit vous allez fonctionner à l'électricité, si on peut stimuler, soit vous allez fonctionner par un médicament que vous passez par voie subcutanée, soit dans des cas un petit peu plus compliqués ou plus avancés, on propose de passer un tuyau par la paroi abdominale et on passe les médicaments par un tuyau en passant par la paroi. Donc après, je sais que moi je t'ai vu souvent, tout d'un coup, tu es obligé de t'allonger. Donc c'est ça, c'est la fatigue. Oui, mais tes fatigues, elles sont très soudaines et très inattendues. C'est n'importe quand. C'est ça qui est difficile à gérer. Exactement, parce qu'en fait, on va très bien. Tout d'un coup, tout d'un coup, je loupe. Plus personne. Ok. Et qu'est-ce que parce que tu m'as dit que c'était très difficile à décrire. Donc, qu'est-ce que c'est le mal-être au quotidien de cette atteinte? Ça dépend des cas. Ça dépend des cas. Donc, dans ton cas. Chacun, dans ton cas. Dans mon cas, moi, j'étais beaucoup en dyskinésie. En dyskinésiste. C'est-à-dire des mouvements un peu. Je viens d'un déjeuner avec une journaliste. Oui. Tu lui as renversé son verre? Non, j'ai pas arrêté de bouger. D'accord. Donc tu bouges beaucoup et voilà, et tu peux pas en fait gérer tes mouvements. Il y a des moments donnés. Moi, je l'ai moitié du corps. C'est la partie gauche qui est touchée. C'est toute ta partie gauche. C'est pour ça que tu portes la canne à droite. Ok. Donc après, ça a évolué. Et à un moment donné, tu as décidé de faire cette opération. D'abord, j'ai fait la promotion de ta promotion de pompe. Ah oui, tu as eu la pompe, je me souviens. La pompe qui était longtemps de... Oui, tu as eu ça pendant un long bout de temps. Donc ça, la pompe, ça te donnait de la dopamine quand tu en avais besoin. Voilà. Donc c'était pas tout le temps comme les médicaments, mais quand tu avais une chute, enfin un malaise, tu te mettais de la dopamine, donc tu l'avais toujours sur toi. Et tu l'emmenais partout. Et tu mettais, c'était assez compliqué à faire, fallait que tu trafiques des petites fioles, je t'ai vu avec tes petites fioles, des petites boîtes à fioles, et tes cotons. Tu te piquais aussi, non, à un moment donné, tu te piquais.
Tu te piquais et ensuite tu avais un truc qui était en permanence. C'est ça. Et ensuite tu es passé à l'intervention.